Ben d'abord, c'est faux. On a connu la guerre en Serbie. C'est vrai. Où on a bombardé, l'OTAN a bombardé avec beaucoup de soin des gens qui n'étaient pas d'accord avec les États-Unis. Et l'OTAN a aidé la sécession du Kosovo. Aidé à changer les frontières qui dataient de temps immémoriaux. Donc, arrêtons de dire des bêtises. La première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est une histoire très compliquée. Donc, on va essayer de faire 2 ou 3 petits points, mais il est hors de question qu'on puisse les traiter tous. Donc, le premier point qu'il faut faire, c'est que il se passe un phénomène aux États-Unis dont les gens n'ont peut-être pas conscience, c'est que le président ministre de la Justice, M. Barr, avait nommé un procureur spécial qui s'appelait M. Durham. Durham, oui, absolument. Qui était chargé Ah oui, là c'est les États-Unis. Vous allez arriver à la cause américaine. Je vais arriver à la cause américaine. Allez-y. La raison en était assez simple, c'est que bon, le rapport Mueller, il n'y avait rien dedans. Vous savez qu'il essayait de condamner pour collusion avec la Russie, une fois de Trump, plus. oui, collusion avec la Russie. Qu'il a donné rien. Il n'y avait rien dedans. Ouais. Et donc, on a voulu savoir qui avait donné l'ordre de faire ces poursuites secrètes contre le président élu des États-Unis. D'où venait le coup, en quelque sorte. Eh bien, il semble que donc ce procureur Durham est le gars qui était chargé de ça. Et il semble que le coup venait de Madame Clinton, de tous les entourages de Madame Clinton. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, celui qui était président des États-Unis, c'était Monsieur Obama. Celui qui était vice-président, c'était Monsieur Biden. Et que Monsieur Biden était en charge de l'Ukraine. Oui, et son fils aussi. Et son fils, dans son fils, il était nommé, il était dans une société en Ukraine, compagnie ukrainienne, où il touchait des sommes extrêmement importantes pour ne rien faire du tout, juste parce que son papa était vice-président des États-Unis. Et son papa avait demandé à ce qu'on vire le ministre de la Justice ukrainien, parce que ça faisait des ordres. Nous avions publié les sonores, d'ailleurs, il l'avait dit très ouvertement, Joe Biden. Il l'avait dit très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une tentative de coup d'État contre Trump, que les preuves commencent à en sortir, vous remarquez que la presse française en parle assez peu, que les preuves commencent à sortir, et que donc toutes les histoires vous savez, de Trump qui était paranoïaque parce qu'il pensait qu'il y avait des complots contre lui, il y avait des complots contre lui, et ils étaient ourdis. Et ça se relie à ce moment-là, Biden, à la grande politique arabe d'Obama, au printemps arabe, vous vous souvenez ? Bien sûr. Où le discours d'Obama au Caire, etc., etc. Où le but était de remplacer les militaires au pouvoir, un peu partout, en Libye, au Caire, en Syrie, par des fondamentalistes musulmans. C'est vraiment le plan d'Obama, ça. En tout cas, quand on regarde l'exécution, il n'y avait pas de doute, quoi. Ouais. Et l'alliance avec l'Iran, tout ça, c'était quand même... C'était de se rapprocher du côté religieux des musulmans. Et pour faire toutes ces révolutions, il faut des armes. Et ça ne pouvait pas être des armes américaines, parce que ça aurait été un peu trop visible. Donc, d'où elles venaient les armes? D'Ukraine. Ah, c'est l'Ukraine qui a servi de relais. C'est l'Ukraine. Toutes les armes venaient d'Ukraine pour déstabiliser Kadhafi, puis ensuite on les a retrouvées en Syrie. On a même dit que Madame Clinton avait créé ISIS de toutes pièces. Oui, c'est peut-être pas allé jusque-là, mais enfin, en tout cas... c'est elle qui en a fait. Donc, vous avez une espèce de jeu à plusieurs bandes, là, et ça se relie aussi à quelque chose qui est intéressant. C'est que le gaz. Vous savez que, bon, là... Le fameux pipeline, enfin, le fameux pipeline russe. Mais ce qu'on ne sait pas, c'était d'ailleurs Roland Dumas qui l'avait dit dans une interview il y a quelques années qui était assez intéressante, c'est que les plus gros gisements de gaz au monde sont à la frontière du Qatar et de l'Iran. Et que l'idée, c'était de faire un pipeline qui est passé du Qatar au travers de la Syrie et ensuite arriver en Turquie et servait l'Europe. Et les Qataris n'acceptaient pas parce que ce sont des bons sunnites et qu'ils ne voulaient pas passer par un pays chiite. Vous savez que bien sûr. Les alaouites sont une forme de chiisme. Et donc, il fallait se débarrasser de de la famille régnante en Syrie. En Syrie, des Assad. Des Assad, tranquillement. Donc, on a organisé une petite guerre civile. Et tout ça, ça s'est fait. Donc, tout ça, c'est une espèce de jeu. Oui, c'est un billard à 6 bandes. C'est un billard à 6 bandes, ça part dans tous les sens. Ouais. Mais vous retrouvez toujours ce qui a toujours bloqué en Syrie, par exemple, ce qui a bloqué la chute des Assad, ça a été Poutine. Ouais. Et ce qui a empêché, là, c'est toujours Poutine qui bloque tout. Et donc, ça les agace. Hein.
Mais alors, pourquoi cette espèce de, tout de suite, de fièvre qu'il y a eu sur l'Ukraine? Enfin, Poutine a quand même massé 100 000 soldats à la frontière. On fait les enchères, évidemment, on s'étonne, les négociations, c'est le bras de fer. En fait, est-ce que la ligne rouge à ne pas franchir pour Poutine, c'est vraiment l'Ukraine entrant dans l'OTAN? C'est parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce que l'Ukraine... Si on veut désamorcer cette crise, il faut simplement dire que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, en tout cas tant qu'on n'est pas en paix avec la Russie. Parce que je crois que dans le traité fondateur de l'OTAN, il y a deux choses. On ne peut pas accepter un pays qui est en guerre, et on ne peut pas accepter un pays qui est en guerre civile. Donc si vous voulez, je vais dire tant que tant que l'Ukraine ne sera pas devenue un pays normal, mais c'est pas devant la veille. Il faut pas oublier que la révolution de 2014 en Ukraine avait été fomentée de toutes pièces par la CIA. Ça, tout le monde le sait, ils s'en sont même pas cachés. Donc on a viré un président parfaitement normalement élu qui était pro-russe pour le remplacer par des gens qui ne l'étaient pas. Et ensuite, on vient nous expliquer que... et pourquoi ils avaient fait ça? Pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, la Crimée appartenait à l'Ukraine. Oui, et que la Russie a pris la Crimée. Enfin, oui, parce qu'il y avait Sébastopol. Et que c'est par Sébastopol que vous contrôlez toute la mer Noire et toute la Turquie en face, et tout le monde arabe de l'autre côté. Donc, le grande idée des stratèges américains, c'était d'enlever Sébastopol. Mais Catherine la Grande s'appelle la Grande parce que c'est elle qui a conquis Sébastopol pour les Russes. Donc, donc ils peuvent pas. Et il y a 85% de Russes en Crimée. Donc. Et donc, ce que vous dites, Charles Gave, c'est qu'aujourd'hui, si Biden arrive à dire oui, c'est pas quitter le Kiev, et ça y est, la Russie va envahir, et je préviens que si la Russie envahit, on va rétorquer, c'est aussi pour pallier à ce qui se passe avec ce procureur John Durham, et ce qui s'est passé... Si les États-Unis commencent à avoir une espèce de guerre, etc., on va pas courir après le président des États-Unis, le chef des armées, etc. Donc oui, c'est assez classique de voir un général qui prend des branlées localement envahir une île à côté. Si vous voulez, on a vu ça avec les généraux argentins, on a vu ça avec les colonels grecs. Enfin, ça fait partie de Opération diversion. Opération diversion, oui. Ouais. Et en plus, il faut pas oublier une chose quand même, c'est que les Russes, justement, ont fait cet énorme pipeline, le numéro 2, qui assure une espèce d'indépendance énergétique à l'Europe, et en particulier à l'Allemagne, sans passer par l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine ne touche plus ces 3 milliards de dollars par an de droit de passage. Donc, il est touché jusqu'à présent. Il est touché parce que le pipeline passait par chez eux. Celui qui passe en dessous de la mer passe pas par chez eux. Donc, vous êtes un petit peu embêté quand vous êtes un régime extraordinairement corrompu comme le régime ukrainien, parce qu'il n'y a pas plus corrompu que le régime ukrainien, de ne plus avoir vos 3 milliards de dollars. Oui. C'est une perte sèche, ça. C'est une perte sèche. Et puis en plus, les États-Unis... vous savez, je dis toujours que dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et c'est ce que disaient les Finlandais. Hein. Ils savaient, parce qu'ils avaient d'un côté, ils avaient les Suédois, de l'autre côté, ils avaient les Russes. Et donc, là, l'armée du pays d'à côté en Europe, ça a été les États-Unis. Ça a été l'armée européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est clair. Et ils se retrouvent un petit peu couillons, les Américains, parce que si maintenant toute l'énergie d'Allemagne vient de Russie, il suffit que les Russes disent « Vous savez quoi, je vais vous couper le gaz ». Et à ce moment-là, les Allemands se couchent. Donc, il y a aussi une espèce de guerre pour forcer les Européens à choisir entre la production militaire américaine ou le gaz russe. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous dites que c'est à 6 bandes, il y a des coups tordus partout. C'est à tous les étages, quoi. C'est eau et gaz à tous les étages, on peut le dire. Il y a des coups tordus absolument partout. C'est à mourir de... Enfin, c'est pas mourir de rire, mais tout ça me paraît un peu comediante, tragediante, vous savez. Oui, parce qu'on sent, là, ça monte, et puis là, Poutine vient de déclarer retrait des militaires de la frontière ukrainienne. Poutine, il n'a aucune envie d'aller... La seule chose qu'il veuille, c'est que l'Ukraine est un curieux pays, vous avez à peu près le tiers qui sont des Russes, le tiers qui sont des Polonais ou je sais pas quoi, et le 3e tiers qui sont des vrais Ukrainiens. Oui. Et donc, j'imagine que l'ardeur à aller se battre contre les Russes n'est pas fondamentalement pas très forte, surtout dans le Donbass par là-bas. Et quid, Charles Gave, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement français, Macron qui va chez Poutine, qui décide il faut calmer tout ça. Est-ce que la France est toujours alignée sur les positions américaines complètement ou pas? Complètement, et c'est d'autant plus invraisemblable qu'il y a eu un accord qui a été signé, qui était l'accord de Kiev, je crois, il y a quelques années,
4, 5, 6 ans, où la France et l'Allemagne se portaient garantes d'une espèce de partition de l'Ukraine en différentes régions selon un régime fédéraliste. Et donc vous auriez un côté un côté polonais, un côté russe, un côté et puis chacun s'auto-gérant un petit peu, mais restant dans l'Ukraine. Donc faire une fédération. Et la France et l'Allemagne, donc ceux qui n'arrêtent pas d'attaquer cet accord, ce sont les Ukrainiens, vous savez, qui sont des gars un peu curieux. J'allais dire Ukrainiens de souche, si on peut. Ukrainiens de souche, voilà, mais les autres, ils sont aussi de souche, mais ils sont pas Ukrainiens. Et donc, ces gars-là, ils attaquent dans le Donbass et tout pour essayer de faire capoter cet accord, parce que eux, ils cherchent un conflit. C'est à peu près un tiers des gars qui cherchent un conflit, qui sont d'ailleurs, du point de vue politique, un petit peu à droite d'Hitler, quoi. Oui, d'accord. Ce sont plutôt des nazis tous. Donc vous avez une histoire, une série d'histoires là-dedans qui est très très curieuse, qui a des ramifications aux États-Unis dans la famille Biden, parce qu'il est possible que les Ukrainiens aient sur la famille Biden beaucoup d'informations qui feraient des heures. C'est intéressant. On en a beaucoup parlé avec vous, d'ailleurs, ici. Et on se rappelle, il y a encore 2 ans, Biden, l'Ukraine. Enfin, la famille Biden et l'Ukraine. Ils ont touché un maximum. Et assez rien par rapport à ce qu'ils ont touché en Chine, mais quand même. Et alors, à votre avis, tout ça va se dégonfler comme un soufflet tout ça va se dégonfler. Oui, enfin, vous savez, prévoir l'avenir. Et puis, quand vous allez vers des conflits, c'est un petit peu comme en 14, si vous voulez, ça peut d'un seul coup partir, et vous savez, vous pouvez pas arrêter le coup alors que tout le monde sait qu'il faudrait l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je crois que Poutine est un homme extrêmement froid, qu'il analyse les choses avec beaucoup de détachement. Et que, il est pragmatique. Il est pragmatique, il a rien à gagner à une guerre et il a tout à attendre. S'il attend 6 mois, les démocrates se sont fait ratatiner aux élections. Trump reviendra peut-être comme président de la Chambre des représentants. En tout cas, il y a un contre-pouvoir. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est ce qui serait marrant. Ce serait marrant. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on se retrouvera avec... on n'aura pas... Donc, je dirais que le clan Biden démocrate, le temps presse pour arriver à une crise qui leur permettrait de passer le camp républicain. Et par contre, s'il y a quelque chose, quand je réfléchis, que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Américains et les Européens sont-ils en train de pousser avec fureur la Russie dans les bras de la Chine? Alors ça, j'ai du mal. Oui, ça c'est vraiment le péché mortel. On va reparler encore 5 minutes avec vous après cette petite pause. À tout de suite. Et que ce soit pour réagir aux propos de Charles Gave ou pour intervenir demain à Arles, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés. Charles Gave, on parlait effectivement de cette extraordinaire, de cette tragécomédie, de cette espèce de strate de millefeuille entre l'Ukraine, la Russie, l'Amérique et ses bruits de bottes. La Syrie, absolument. La Libye. Tout ça qui est et le gaz, évidemment, le pipeline 2 qui va commencer en juin et donc qui va ravitailler l'Europe et surtout l'Allemagne. Mais alors justement, on en parlait hors antenne et sur cette... Vous dites, je ne comprends pas que les Américains et les Européens font tout, en tout cas, semblent tout faire pour pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est quand même assez étonnant. Je comprends l'intérêt des Américains à garder leur domination militaire sur l'Europe. Ouais. Parce qu'il est évident que si on se rapprochait de la Russie et qu'on devenait ami-ami, ils ont une armée pour défendre l'Europe qui est très convenable aussi, les Russes. Donc ce serait pas plus mal. J'ai dû vous dire ici il y a quelques années que quand les Américains s'en iront, il faudra que l'Europe choisisse entre 2 armées, la turque ou la russe. Quoi. Oui, un choix intéressant. Entre les deux, mon corps balance. Entre les deux, moi je sais pas. J'aurais une petite préférence pour les Russes quand même. Enfin, j'ai pas été envahi par les Russes. Moi. Donc vous avez ça. Alors ça, je comprends l'intérêt des Américains. L'intérêt des Européens, c'est complètement incompréhensible. Et ce d'autant plus que, je regarde l'Allemagne. L'Allemagne, elle exporte des bidules, des trucs qu'elle fait. Vous savez, c'est un manufacturier. Ils n'exportent pas des services. Oui, ils n'ont pas désindustrialisé comme nous. Ils font encore des trucs avec des boulons. Et ça, en principe, ça prend la mer pour aller se vendre. Et donc, ils étaient embêtés parce que les mers étaient complètement contrôlées par les Américains. Mais à partir de maintenant, vous avez un train qui va de Pékin à Düsseldorf.
Et qui fait ça en 2 ou 3 jours, je crois. Et donc, beaucoup plus rapide que les bateaux et tout. Donc, si j'ose dire, les Allemands n'ont plus besoin de la protection pour vendre tous leurs bidules à l'Asie. Ils peuvent le vendre directement à partir de la route de la soie. La route de la soie, absolument. Et l'énergie viendrait de... Donc, je me trompe peut-être, mais il me semble évident que l'intérêt de l'Allemagne, c'est de sortir de la protection militaire américaine et de se rapprocher de la Russie et de la Chine. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas souvenir, même si c'est il y a 70 ans ou 80 ans? Oui, mais vous avez l'ancien Premier ministre allemand qui est au conseil de Rosneft, qui plaide pour Gazprom. De Gazprom, qui plaide pour toute une série de choses comme ça. Et à ce moment-là, imaginez que l'Allemagne décide, écoutez, moi je n'ai rien à foutre de toutes vos bêtises européennes, vous me pompez l'air, je me rapproche de la Russie, et je me rapproche de... si vous voulez, la France se retrouve dans une situation un petit peu difficile, parce qu'on n'a pas de diplomatie de rechange. Oui, c'est ça. Et nous, on se retrouverait avec le pire des mondes, c'est-à-dire l'Allemagne et la Russie, sans la Chine, et nous, on serait là-bas tout au bout, et on dirait, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est intéressant. En tout cas, agréable perspective. C'est vrai. Mais on verra Macron aller un peu partout. C'est très bien. Merci Charles Gave. Merci pour vos éclaircissements. C'est toujours bon. Vous voyez, la complexité, ça a quelque chose de très important. Et voilà. Il faut jamais s'envoler vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Disait De Gaulle. Sud Radio.